Donc pour vraiment comprendre ce qui se passe, il faut revenir, je pense, à la définition du mot lui-même, démocratie. Donc démocratie, c'est très simple, ça vient de deux mots grecs, qui sont démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Donc c'est tout simplement le pouvoir au peuple. Tout simplement. Parce que des fois on entend des choses du genre oui, la démocratie c'est la liberté, la démocratie c'est les élections, la démocratie c'est les partis politiques qui sont libres. Mais non, la démocratie, pour revenir à la base, c'est le pouvoir au peuple. Et quand on commence à comprendre ça, on réalise qu'on ne l'est pas. Parce que, a-t-on vraiment le pouvoir? Est-ce que nous, on veut se traiter sur l'OMS? Est-ce qu'on voulait... est-ce qu'on veut la 5G, par exemple, en débat de société? Est-ce qu'on veut... est-ce qu'on a demandé à avoir le passeport vaccinal, le QR code? Bon, certains, peut-être la majorité le voulaient, mais on sent que globalement, on n'a pas le contrôle. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est comprendre le système dans lequel on est. Et quel est ce système, en fait? Parce qu'on nous dit généralement, c'est qu'on est en République, ou au Québec et au Canada, on est dans une monarchie constitutionnelle. Donc en fait, la monarchie constitutionnelle, c'est quasiment comme une république, c'est simplement que le pouvoir exécutif, c'est-à-dire il est exercé par... qui est détenu par le roi. Dans une république, c'est un président en général qui a, c'est à peu près la seule différence, la grande différence. Et qu'est-ce qu'en fait est la définition de république? Et c'est là que c'est important, c'est que la république, en fait, c'est un système politique dans lequel le pouvoir est exercé par des représentants. C'est ça la définition. Donc là, on compare maintenant les deux. Donc démocratie, on a un système dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple, et on a ce système qu'on a actuellement, en fait, qui est le pouvoir qui est exercé par des représentants. Alors maintenant, qui sont ces représentants? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Alors on comprend que, d'après ce qu'on nous dit, en tout cas, ce qu'on croit, ils sont élus. Ils sont élus. J'entends des rires. Donc là, il faut comprendre ce processus, en fait, ce processus qui est l'élection. Et donc, si on revient au départ, le départ, en fait, de ces systèmes politiques que sont la République et que sont la monarchie constitutionnelle, ça a été beaucoup au XVIIIe siècle, c'est-à-dire notamment quand il y a eu la Révolution française et la guerre d'indépendance américaine. C'est à ces moments-là que ces systèmes ont été mis en place. Puis ils ont tellement bien marché, enfin, tout dépend du point de vue. Ça a tellement été performant pour ceux qui les ont mis en place qu'ils sont toujours là aujourd'hui. Donc la promesse au départ, c'était quoi? La promesse, c'était de dire, l'élection, ce qui est fantastique, c'est que ça va permettre aux meilleures personnes d'exercer le pouvoir, d'être élus. Et ça semble logique, hein, parce que les gens se présentent, et puis ils vont dire leurs idées, et puis forcément, on va choisir le meilleur. Et puis ça, c'était Madison qui était extraordinaire, qui était un des pères de la révolution, pas de la révolution, mais de la République américaine, qui avait cette vision, justement, de dire que l'élection avait comment dirais-je, un résultat quasiment mystique, en fait, que ce serait extraordinaire, qu'elle amènerait forcément les meilleurs, les plus compétents, les plus sages, les plus intègres. C'était normal, c'est logique. Parce que le peuple est doué de raison, il ne va pas voter pour les incompétents. Il faut quand même être sérieux 2 minutes. Sauf que dans les faits, comment ça se passe? Ça ne se passe pas comme ça du tout. Parce que si on prend déjà une élection à l'époque, comment ça se passait? On avait... qui pouvait se présenter? On pouvait avoir un agriculteur, on pouvait avoir un ouvrier, on pouvait avoir aussi le médecin dans le village, vous pouvez avoir le châtelain, encore en Europe surtout, vous pouvez y avoir même comme ça, des entrepreneurs, donc des chefs d'entreprise. Donc ces gens-là se présentent. Pour qui est-ce que vous pensez qu'on va voter? Est-ce qu'on va voter comme on nous l'a expliqué, comme les pères fondateurs nous l'ont fait croire, qu'on allait voter pour des gens qui nous ressemblent et qui en plus sont les meilleurs, qui sont compétents, etc. Ou est-ce qu'on va voter pour celui qu'on connaît le mieux, celui dont on entend le plus le parler, dont on nous parle le mieux? Donc est-ce qu'on va parler pour
est-ce qu'on va voter pour un agriculteur, est-ce qu'on va voter pour le médecin, ou pour le chef d'entreprise d'à côté, qui lui, c'est fantastique, il crée plein d'emplois, il est formidable. On va poser la question, c'est répondre. L'élection va automatiquement vous amener à voter pour des gens qui sont en haut, qui sont justement, c'est ça, soit le médecin, soit le chef d'entreprise ou un notable. Et puis de nos jours, le système est renforcé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose encore, c'était des gens qui étaient beaucoup illettrés, des agriculteurs en très grande majorité, mais petit à petit les choses ont changé, donc à l'époque les gens votaient pour qui on leur disait de voter, c'était le cas le curé qui est très influent, mais peu à peu le système s'est adapté, ils sont arrivés les médias, et les médias on nous a appris à lire et écrire, pourquoi essentiellement on nous avait dit que c'était parce que c'était pour mieux travailler, peut-être, mais une bonne raison, c'était aussi parce qu'il fallait qu'on puisse lire les journaux, et puis qu'on puisse être influencé par tout ça. Parce qu'ils ont très vite compris que les journaux étaient extrêmement influents sur notre façon de penser. Si des gens voient une élection se présente, vous ne voterez que pour les gens, en tout cas vous penserez à ne voter que pour les gens dont on vous aura parlé. Donc ceux qui seront dans le journal, puis plus tard à la télé. Et évidemment, même si quelqu'un de très compétent se présente mais qu'on ne vous en parle pas, jamais vous voterez pour lui. Et donc on est pris là-dedans, parce que qui contrôle en fait les médias? Bon, c'est pas très compliqué, hein. On sait que ce sont généralement des milliardaires, quelques milliardaires qui possèdent les médias. Donc c'est eux qui ont le pouvoir en fait de promouvoir dans leurs journaux ou dans leur télévision qui va avoir la chance d'être connu. Donc ce sont ces gens-là qui sont déjà sélectionnés par ces quelques milliardaires qui vont pouvoir être élus, c'est certain, les autres n'ont en fait aucune chance. Puis il y a évidemment beaucoup d'argent, donc c'est sûr qu'en plus ce sont les mêmes personnes qui d'un côté vous promeuvent dans leurs médias et vous font élire, puis de l'autre côté ils vous financent et ils vous font élire. Donc les autres personnes, une élection coûte très cher, donc un citoyen normal n'a aucune chance. Donc c'est pour ça que c'est toujours drôle d'entendre dire des fois, si t'es pas content, crée ton parti politique. C'est une fable. Donc, qu'est-ce qu'on constate au final? D'abord, je vais vous rappeler les paroles de... comment il s'appelait déjà? Un noble français, bref, qui a dit « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront pour qui on leur dira. » C'est Tocqueville, voilà, ça m'a revenu. C'est assez extraordinaire comme phrase, mais tellement vrai. Il avait tout compris, il a dit ça vers 1850 à peu près. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est toujours dans ce système d'élection, parce que il est extrêmement efficace, parce qu'il permet à l'oligarchie, de se maintenir au pouvoir. Une oligarchie l'oligarchie qui vient des mots grecs oligos, qui veut dire quelques-uns, et archi, qui veut dire pouvoir, donc le pouvoir à quelques-uns. Donc on est pris là-dedans en fait, c'est un système qui s'est complètement pérennisé grâce à l'élection. Et c'est un système qui est fantastique pour ces gens-là, pour les oligarques, parce qu'autrefois il y avait un roi, ou des fois il y a un dictateur, ils se sont rendus compte que même s'ils contrôlaient le roi et le dictateur, notamment par la dette, c'est un système qui n'est pas très efficace, parce qu'il suffit que par exemple les sujets de notre roi veulent devenir des citoyens, et à ce moment-là il peut y avoir une révolte, il peut y avoir une révolution. Et qu'est-ce que veulent ces gens-là? Ils veulent en fait la stabilité, que leurs affaires prospèrent. Parce que dès qu'il y a une révolution, ils ont quand même pas un petit peu peur. Ils ont peur toujours, ils le craignent beaucoup, ils craignent le peuple. Ils craignent toujours de perdre des profits, de perdre de l'argent, qu'on leur prenne tout. C'est ce qui s'est passé par exemple en 1917, avec la révolution communiste bolchevique en URSS. Donc en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que l'élection est oligarchique. Et tant qu'on restera dans ce système-là, on ne s'en sortira pas. Tout ce qu'on voit actuellement aujourd'hui qui se déroule, c'est dû à ça en fait. Parce que des hommes ou des femmes qui sont en haut, qu'on ne voit pas, qui sont cachés, contrôlent des marionnettes qu'ils promeuvent et qui évidemment ont des comptes à rendre à eux et pas à nous. Des fois on entend des gens qui disent je vais voir un politicien puis je lui ai dit je suis ton patron là. Non, t'es pas son patron là.
Son patron, tu le connais pas, il est en haut, et puis il le finance, et il est là uniquement grâce à lui, et pas grâce à toi. Donc, faut pas être surpris qu'après, il y ait des lois qui ne soient pas tout à fait à notre faveur. C'est vraiment important à bien comprendre. Je répète, on n'est pas en démocratie, on est en oligarchie. C'est le pouvoir à quelques-uns. Une fois qu'on a compris ça, on comprend un petit peu tout. On comprend que finalement, on aura beau voter à droite, à gauche, pour n'importe qui, même un parti qui va se dire d'extrême gauche, Québec solidaire, ou d'extrême, même l'extrême droite, elle trahit. En Italie, la droite est passée, sans est passée. Madame Meloni, qui est la première ministre italienne, est complètement système maintenant. Elle disait ouais, ça va changer, on va faire ceci. Ça n'a pas pris une semaine pour que c'est placé, tout est beau. Donc, quelle serait la solution à ça? Je regarde. Citoyen au pouvoir. Les citoyens au pouvoir. C'est ça, c'est la démocratie, ça. La solution, c'est la démocratie. Oui, madame? Oui, bah, je m'inspire beaucoup d'Étienne Chouard, c'est sûr. Même si Étienne Chouard, malheureusement, n'a pas réussi vraiment à définir le système dans lequel on vit. En tout cas, j'ai pas eu l'impression. Moi, je le dis, c'est de l'oligarchie. Donc, il faut reprendre notre pouvoir, que le peuple ait le pouvoir. Comment est-ce qu'on peut faire? Déjà, on peut s'intéresser à la démocratie athénienne, qui, selon moi, a été sans doute la seule expérience authentique, démocratique de l'histoire dans les sociétés organisées. Peut-être qu'il y en a eu dans les sociétés tribales, dans les tribus auparavant, mais à partir du moment où il y a eu les sociétés organisées, la démocratie n'a pas duré. C'était des dictatures, des chefs qui ont pris le pouvoir, ou sinon des systèmes oligarchiques comme on connaît actuellement. Mais une vraie démocratie où le peuple a le pouvoir, il y a eu quasiment qu'Athènes. Alors Athènes, évidemment, on va vous dire, bon, il y avait des esclaves, il y avait... les femmes ne votaient pas, donc effectivement, c'est vrai. Mais il faut aussi se repasser dans l'époque. À l'époque, il y avait beaucoup de... Toutes les sociétés étaient esclavagistes, et il n'y en avait quand même pas beaucoup où les femmes pouvaient voter. Donc on va s'y attarder quelques instants. Comment fonctionnait Athènes, l'Athènes démocratique? C'est sûr que les personnes qui vous disent que c'est pas possible d'avoir une vraie démocratie vont vous dire, bah, regardez, Athènes, c'était le pouvoir au peuple, mais c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de citoyens. Donc il pouvait y avoir une assemblée où c'était 6000, ils venaient à l'assemblée, et puis c'était le peuple qui était réuni, qui votait. Donc ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas faire ça. On ne pourrait pas être 8,5 millions de Québécois qui nous rendons à l'Assemblée nationale et puis qui décidons de nos lois et qui en discutons. Mais ce qui est de formidable dans le système athénien, c'était... donc là, c'était l'équivalent de l'Ecclésia, l'Assemblée nationale, et il y avait aussi la boulée. Donc la boulée, c'était une sorte de Sénat. Il y avait 500 personnes, et ces 500 personnes-là, elles étaient attention, de faire preuve d'esprit, d'ouverture d'esprit, parce que des fois, ça choque certains quand on dit... elles étaient tirées au sort. Et ça, le tirage au sort, c'est extrêmement important. Dans la démocratie athénienne, c'était central. Et tout ce que je dis là, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que je parlais à un ami, il y a quelques semaines, il y avait sa fille qui était avec nous, qui avait 13 ans. Et là, je lui parle de l'Ecclésia, le boulet. Et là, elle nous dit, mais je connais tout ça. Je l'apprends en ce moment à l'école. Et c'est vrai, mon fils de 13 ans aussi m'en parlait, j'en parlais avec lui. Donc ce qui est quand même incroyable, en fait, c'est que finalement, on nous donne les clés quelque part, mais on ne les utilise pas, les clés. On ne met pas le camion en marche. On ne fait pas les liens, on ne connecte pas. Mais on a quand même l'info, on apprend la démocratie athénienne à l'école. On dit qu'on apprend rien, qu'on ne fait plus d'histoire, mais non, quand même. Donc, on a les moyens, mais on ne peut pas les utiliser. Ça, c'était juste une petite digression que je trouvais vraiment intéressante à expliquer à ce moment-là. Donc, le tirage au sort était vraiment central. Donc là, c'est ça. Donc, les détracteurs de la démocratie vont vous dire, le tirage au sort, c'est sûr que ça fait des incompétents qui vont arriver au pouvoir. C'est sûr. Parce que l'élection, au moins, on va prendre des gens peut-être qui sont
peut-être qu'ils viennent de l'oligarchie, mais au moins, ils sont compétents. Enfin, on peut avoir des doutes, mais bon, alors que si je prends le tirage au sort, c'est sûr que je vais avoir peut-être, je sais pas moi, une personne qui a fait refus d'études, quelqu'un qui a raté, je sais pas, qui a créé une entreprise, puis elle s'est crachée, n'importe quoi. Hein. Donc ça, évidemment, c'est le discours typique d'un oligarque, ou en tout cas d'une personne qui malheureusement a été soumise à cette propagande. Parce que les Grecs avaient beaucoup de moyens pour éviter que justement les incompétents prennent le pouvoir. Donc la première chose déjà, c'était que les tirer au sort, pour être tiré au sort, il fallait se présenter. Donc si on pensait qu'on n'était pas compétent, on n'avait pas à se présenter, on pouvait ne pas se présenter, c'était pas obligatoire d'accepter la charge. Il y avait d'autres moyens qui permettaient aussi de limiter après les pouvoirs des gens tirés au sort. Donc, par exemple, si un tiré au sort prenait une mauvaise décision, réussissait à faire passer une loi, par exemple, parce qu'il était influent, je ne sais pas, il y avait un contrôle citoyen qui permettait de le poursuivre en justice. Et donc il était imputable. Et ça change tout, c'est quelque chose qu'on n'a plus aujourd'hui. Là. On voit bien que nos politiciens peuvent faire n'importe quoi, ils n'ont rien à craindre. D'ailleurs, je vais faire un autre aparté, très rapidement, c'est que de nos jours, on dit qu'on a 3 pouvoirs, donc on a le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, et on dit qu'ils doivent être normalement séparés, mais en fait ils ne le sont pas séparés. Quand on parlait justement de Christian Linard, qui nous racontait qu'il était poursuivi par son ordre, et puis que c'était il y avait des choses assez étonnantes. On a appris par exemple que la juge, la présidente du comité qui est censé prendre son verdict bientôt, en fait était nommée par le Conseil des ministres. On voit qu'il y a un problème. Les juges, on a appris dernièrement aussi que le ministre de la Justice avait nommé un de ses amis ou de ses connaissances juge. Donc on voit que le troisième pouvoir, en fait, il est aux mains du premier, de l'exécutif. Donc ça, c'est pas non plus une démocratie. Donc il y a encore un autre problème ici. Mais c'est sûr que si on revenait à un pouvoir détenu par les citoyens, on retrouverait vite une séparation des pouvoirs, en principe. Donc, comme je disais, les tirés au sort ont donc des limites qui peuvent se faire poursuivre. Et ce qui est intéressant aussi à Athènes, c'est que si jamais c'était une poursuite abusive, la personne qui fait la poursuite s'exposait aussi à des conséquences. Et chez les Grecs, chez les Athéniens, cette personne-là pouvait s'exposer à une amende de 2 ans de salaire. Donc je ne sais pas si à l'heure actuelle, on aurait Patrick Provost et Christian Linard, par exemple, qui seraient poursuivis, parce qu'il y a des citoyens qui, comme ça, vont les dénoncer, et puis l'université dire « Ah tiens, on a reçu une plainte, c'est complètement un titre du client, finalement. » Et inversement, on pourrait se dire que peut-être que des gens comme M. Dubé ou M. Legault ou d'autres, peut-être, eux, inversement, il y aurait quelques plaintes à leur égard. Quelques, on va dire, peut-être beaucoup. Donc, on voit que le système athénien, en fait, n'est pas parfait, c'est certain, mais s'approche beaucoup plus d'une authentique démocratie, où le peuple a le pouvoir. Et tout ça a été oublié. Ça a été oublié quand les pères de nos républiques et de nos systèmes intellectuels ont travaillé sur ces nouveaux systèmes. Ils ont mis volontairement de côté tout ce qui était cette historique de démocratie athénienne, de pouvoir au peuple, de tirage au sort. Et volontairement, ils ont dit que c'était l'élection. C'est pas un hasard. D'ailleurs, si on parle de république française, république américaine, il faut savoir qu'à l'époque, et ça c'est Francis Dupuy-Déry qui en parle bien dans son livre Démocratie, histoire d'un mot, qu'à l'époque, les pères fondateurs savaient parfaitement que la République, c'était pas la démocratie. Ils le savaient parfaitement. Et ils ont mis de côté exprès la démocratie, tout simplement. Parce qu'ils ont justement dit que le pouvoir au peuple, c'était pas possible, parce que soit on a des incompétents, soit on a des incompétents, ou sinon ça marcherait pas. Ça pourrait pas marcher, tout simplement. Alors que l'élection avait
des vertus absolument exceptionnelles. Donc c'est un choix de base. Il va falloir que maintenant on soit capable de renverser tout ça. Et comment le faire? La première chose, c'est un petit peu comme ce qu'ont dit les conférenciers avant moi et ce qu'on dit depuis tout le temps, ça va vraiment être de parler autour de nous. Donc c'est pas un sujet vraiment clivant, parce que parler de démocratie, en principe, c'est pas comme parler d'un vaccin, d'une obligation vaccinale. Donc c'est quelque chose qu'on peut amener peut-être plus facilement. On peut dire, ah, on n'est pas en démocratie. Est-ce qu'on est en démocratie? Vous voyez, les gens vont vous dire non, probablement. Donc après, il faut réussir avec des petites questions, à les amener à se poser la question. Puis peut-être même qu'ils se rappellent un petit peu c'était quoi la démocratie athénienne. Peut-être même qu'ils l'ont appris étant jeunes aussi. Il faut raviver les souvenirs. Donc première chose, en parler. Et puis deuxième chose, c'est qu'il faut être prêt après. Parce que l'histoire, en fait, elle est marquée de périodes, de dates très précises. Elles sont pas fréquentes. Mais il y a des fenêtres d'opportunité qui s'ouvrent de temps en temps. Donc, par exemple, la Révolution française, c'était une fenêtre d'opportunité. La Révolution américaine, la guerre d'indépendance américaine, c'était une fenêtre d'opportunité. Il y a eu la Commune en France en 1870. Il y a eu la Révolution bolchevique en 1917, ça en était une. Malheureusement, ça a très mal fini, mais justement, s'ils avaient été peut-être plus près, peut-être que. Et puis surtout, la dernière qui, à mon avis, a été vraiment une occasion manquée, ça a été 1945. C'est-à-dire qu'en Europe, quand on a libéré les pays, à l'époque, on avait vu la catastrophe du système oligarchique. La Seconde Guerre mondiale est due à ça, principalement. C'est l'oligarchie qui nous met dedans. Je peux me lancer dans un cours d'histoire, mais la Seconde Guerre mondiale, toute l'oligarchie était nazie, en fait. Pratiquement tous les gens qui étaient en haut, les riches, soutenaient Hitler. Pourquoi ils le soutenaient? Parce qu'ils voyaient Staline, ils voyaient l'URSS, ils voyaient le communisme, ils avaient extrêmement peur. Peur pour eux, pour leur argent, pour leurs biens. Donc ils préféraient Hitler, tout simplement, et même ils espéraient qu'Hitler se lancerait contre celle, ce qui est d'ailleurs arrivé. Et beaucoup d'oligarques qui étaient anglais, français, américains, ne comprenaient pas pourquoi on voulait déclencher la guerre contre Hitler. Il fallait se tourner contre Staline. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1945, je suis quasiment certain que beaucoup de gens étaient conscients que le système oligarchique était la cause de cette guerre épouvantable. Et donc, il aurait fallu faire autre chose. C'était l'occasion de revenir au système athénien. Mais ça n'a pas été fait. Certains ont dit, il y a eu notamment le Comité national de résistance français, le CNR, qui a eu tout un programme très social. Il y a eu cette idée, justement, d'éloigner, d'écarter ce qu'on appelait les féodalités de l'argent, les puissances d'argent, les mettre de côté. Ça a été plus ou moins fait. Mais on n'a pas réglé le fondamental, on a recréé des républiques comme à l'époque. Donc le système s'est réenclenché, et c'est pas une surprise qu'on soit rendu aujourd'hui là où on est rendu. C'est tout à fait logique, parce qu'on a laissé le pouvoir à quelques oligarques en fait. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut arriver? Il faut espérer il faut espérer. Tout nous mène à croire que prochainement, certains parlent d'un Great Reset d'ailleurs, il va y avoir des moments peut-être pénibles, difficiles, peut-être qu'il va y avoir des moments même très pénibles, et qui vont nous amener à un moment où on va devoir faire des choix finalement. Et quand ce moment va arriver, il faudra être prêt. Il faudra être prêt avec notre système, en proposant la démocratie athénienne, mais surtout, parce que ce qui me paraît le plus important, le plus fondamental, ça je reprends évidemment la grande idée d'Étienne Chouard, je ne sais pas si beaucoup le connaissent ici, c'est vraiment de faire une assemblée constituante qui est tirée au sort. Donc l'assemblée constituante, qu'est-ce que c'est? C'est une assemblée qui réfléchit pour créer une nouvelle constitution. La constitution, qu'est-ce que c'est? C'est la loi fondamentale d'un pays, c'est-à-dire que c'est la loi dans laquelle on va dire, par exemple, on va avoir une assemblée législative, l'assemblée nationale, avec 125 députés, et qu'il y aura un Premier ministre ou un président, etc. Donc il va falloir qu'on crée... Il faut appeler à la constitution de cette assemblée constituante, qui doit être tirée au sort, parce que si elle n'est pas tirée au sort, si elle a été élue, par exemple au Chili, récemment, il y a eu une assemblée constituante, mais elle a été élue. Donc ce sont des politiciens qui ont été élus, et les politiciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils rééditent, évidemment, ils vont faire un système qui leur convient. Donc ils ont remis l'élection, et puis ça n'a pas marché, et puis malheureusement ils ont manqué quelque chose là.
Donc, il faut être prêt pour pour le prochain moment, comme en 1945, comme en 1917, comme en 1789, etc. Donc, il faut se préparer, il faut discuter, penser à une prochaine constitution, et surtout, parler autour de nous de la possibilité d'une assemblée constituante tirée au sort. C'est ça que je vois pour essayer de réussir à ce que l'on revienne à une démocratie. Voilà. Je vous remercie.